Bonjour à tous. Nous allons commencer la prise de parole sur la stratégie écologique territoriale. Alors c'est un mot qui fait un peu peur au premier abord, mais je suis sûre que nos panélistes vont pouvoir bien vous expliquer. Donc enchantée, moi c'est Florence Oberlin, je travaille à l'Union professionnelle du génie écologique. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est que le génie écologique? Un mot qui fait un peu peur. Grosso modo, on est une fédération d'entreprises qui travaillent pour la biodiversité. On a environ 140 entreprises qui œuvrent dans des bureaux d'études, donc qui analysent la flore et la faune des écosystèmes, et des entreprises travaux qui donc eux vont œuvrer pour manager, améliorer, entretenir les écosystèmes, notamment la biodiversité. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'ensemble des acteurs pour discuter de ces enjeux-là, des entreprises, des syndicats et un élu, pour discuter donc de qu'est-ce que c'est qu'une stratégie écologique territoriale, c'est-à-dire comment intégrer la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Jules Boileau, qui travaille dans une de nos entreprises adhérentes, Terroico. Ensuite, nous aurons Sophie Pelletier, qui donc travaille pour un syndicat de rivières. Et enfin, nous terminerons avec un élu de la ville de Paris, Florentin Le Tessier. Donc peut-être, Jules, tu voudrais commencer pour nous présenter un peu ce que c'est que cette stratégie écologique territoriale. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et effectivement, donc, Jules Boileau, je suis chef de projet au sein du bureau d'études Terroico et je suis spécialisé dans l'élaboration de stratégies à l'échelle des territoires pour intégrer la biodiversité au même titre qu'une autre thématique d'aménagement et de développement, la mobilité, le développement économique, l'habitat, etc. Et donc la notion de stratégie écologique territoriale, donc c'est une terminologie qu'on a développée UPGE, OFB et Fédération des SCOT dans une note publiée l'année dernière qui pose un cadre pour présenter ce qui serait souhaitable et ce qui est possible de faire pour mieux intégrer les enjeux écologiques, quels en sont les bénéfices à l'échelle d'un territoire et cadrer quelques éléments méthodologiques très simples. L'objectif, c'était vraiment d'écrire une note qui soit accessible à tous les acteurs autour de l'aménagement du territoire et qui pose quelques conseils, quelques cadres. Donc, je pense qu'on va en reparler un petit peu de la multitude des bénéfices. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les intérêts de la préservation de la biodiversité, les rôles qui sont rendus par la biodiversité dans nos territoires, le levier probablement, sans aucun doute, le plus efficace pour résoudre les enjeux du XXIe siècle que sont les dérèglements globaux notamment. Et l'intérêt de prendre du recul, d'anticiper, de planifier de manière cartographique, de manière humaine aussi, avec une gouvernance dédiée, l'intégration de ces enjeux-là, de la même façon qu'on est capable de le faire pour d'autres thématiques, les mobilités, l'énergie, etc. Donc je vais te laisser la parole si tu veux bien pour te présenter aussi les activités du CIARJA et la mise en œuvre d'une stratégie dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Sophie Pelletier-Creusot, donc je suis directrice du syndicat de la Juine, le CIARJA. Et donc on est un acteur GEMAPien, c'est-à-dire issu de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, établie par la loi dans les années 2014. Et vous pouvez vous demander un petit peu ce qu'un acteur comme le nôtre peut faire en termes de stratégie et pourquoi est-ce qu'on est là. En fait, nos élus ont compris assez vite que dans les missions de la GEMAPI, donc on a l'entretien, l'aménagement des cours d'eau, la préservation des zones humides, la défense contre les inondations, mais également un item qui s'appelle l'aménagement du bassin versant. Et donc les élus ont compris assez vite que l'empreinte du bassin versant sur l'hydrosystème était extrêmement important et qu'on ne pouvait réaliser nos missions et répondre à nos responsabilités en matière de prévention des inondations et d'amélioration de la biodiversité des masses d'eau qu'en tenant compte effectivement de ce contexte de bassin versant et en travaillant avec tous les élus du territoire qui ont des liens avec l'aménagement,
avec le risque, etc. Donc on s'est orienté dans notre programmation et notre réflexion stratégique dans cette optique-là. Et donc on l'a décliné par des actions opérationnelles qu'on mène au quotidien, de l'aménagement de cours d'eau pour rétablir des fonds de vallée, inonder des zones humides, ce qui nous permet de laminer des crues. Réfléchir à la problématique aussi du ruissellement, puisque nous on est sur un cours d'eau qui a ce genre de problématique avec des coteaux, des plateaux agricoles qui viennent s'écouler jusque dans la rivière. Et donc même si le ruissellement est une compétence un petit peu particulière, partagée, le syndicat effectivement a établi qu'il y avait dans le partage une part de GEMAPI à opérer, qu'on avait un rôle à jouer effectivement dans l'aménagement du bassin versant pour limiter ces risques. Donc de là, on a entrepris pas mal d'études sur justement la connaissance du bassin versant, sur ces risques, sur également la trame verte et bleue, puisqu'on a assez vite capté que le fil conducteur de tout ça, en fait, était relié aux trames écologiques, que par les trames écologiques, les solutions fondées sur la nature, on pourrait proposer des solutions aux élus à des difficultés qu'ils avaient concrètement sur le terrain en matière d'inondation, en matière de ruissellement, etc. Et donc en reliant toutes ces thématiques, on pouvait utilement amener une vision du territoire qui permet finalement de travailler avec la nature et pas de développer des solutions grises qui sont extrêmement coûteuses et pas toujours très efficaces, et de maintenir aussi l'existant, puisqu'on avait la chance quand même d'avoir un existant encore très préservé, de fonds de vallée, etc. Et donc, en reliant la problématique de la planification territoriale, on a donc élaboré pas mal de connaissances qu'on a mis à disposition du territoire, notamment dans les démarches de planification urbaine, les SCOT, les PLU. Donc on a une masse de données qu'on diffuse auprès de nos intercommunalités et de nos communes pour qu'elles en tiennent compte dans leur planification, et on travaille avec elles justement pour la bonne intégration de ces politiques à l'intérieur du territoire. Donc nous, ça nous permet à la fois de développer une vision opérationnelle stratégique par rapport à nos responsabilités, mais également d'essayer d'avoir un écosystème au sens environnement, professionnel, institutionnel, favorable à essayer de limiter les aléas et améliorer la situation. Donc voilà un petit peu. Donc on a notamment travaillé avec Teroico sur l'idée de trame verte et bleue. Donc vraiment dans cette optique de dire qu'on avait des réseaux de haies, des bosquets, de l'hydraulique douce qui était au service aussi de ces problématiques de risque, et de corridors écologiques qui étaient au service de ce qu'on a appelé la trame bleue, donc le cours d'eau, et la trame turquoise, les zones humides, les mares. Et donc voilà, on est aujourd'hui en train de finaliser cette vision stratégique au sein de notre contrat de territoire avec l'Agence de l'eau, les régions, et puis également en vue de décliner ça de manière vraiment très précise au niveau parcellaire. Donc on continue le travail pour développer une stratégie foncière, et puis gagner encore un cran avec nos intercos dans l'intégration de cette trame verte et bleue dans les futurs PLU, les futurs SCOT qui vont émerger lors de la prochaine mandature. Merci beaucoup Sophie, c'était très intéressant de voir effectivement le point de vue des entreprises du territoire, entre guillemets, donc celles qui travaillent sur le territoire, et les syndicats, comment elles collaborent. Maintenant peut-être on peut avoir un point de vue d'un élu justement sur comment cette collaboration se fait, sur quels sont les projets peut-être que vous avez portés avec du génie écologique. Florentin, c'est à vous. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, sur ces enjeux de nature, de biodiversité, quand on est une ville comme Paris, ce sont des enjeux extrêmement complexes, comme d'ailleurs dans les grandes métropoles, puisqu'on a un foncier évidemment des bâtiments qui sont omniprésents, et des espaces verts qui sont sans cesse en tension parce que densité de population, flux de transport, etc., etc. Donc les actions de planification sur ces domaines-là, ils passent, vous l'avez dit, par des grands schémas de planification, des grands documents administratifs comme les PLU. Donc à Paris, nous, c'est vrai qu'on a fait adopter un PLU dit bioclimatique avec des fortes clauses sur notamment la biodiversité dans la manière de construire, dans le fait de préserver des espaces verts, y compris dans les espaces privés, dans la manière aussi d'aménager l'espace public. Donc là, le côté planification, le côté concertation,
il est lié en fait à toutes les réunions qu'il y a pu y avoir thématisées pour que dans le PLU, il y ait justement thème par thème des propositions qui soient les plus concrètes possibles. Donc ça, j'y reviens pas, vous en avez parlé. Mais c'est vrai que moi, je travaille plus directement sur des sujets économiques qui ont un lien quand même très fort avec ces sujets de nature, de biodiversité. C'est pas un lien forcément direct, mais c'est le fait de dire que, en fait, dans les grandes métropoles et dans notre pays de manière générale aujourd'hui, on importe énormément de biens pour vivre, pour nous nourrir, nous habiller, nous déplacer, etc. Et ça, évidemment, ça a une très forte empreinte écologique, une très forte empreinte carbone qui, de fait, impacte directement la biodiversité et la nature, y compris dans nos villes. Donc toute mon action publique, elle a visé, durant cette mandature, à essayer de soutenir des acteurs économiques sur le territoire qui vont avoir une activité compatible avec la protection de l'environnement, donc pas des activités polluantes, et qui vont nous permettre de retrouver une autonomie, en tout cas un peu plus d'autonomie productive, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les grandes métropoles aujourd'hui, elles n'ont pas les capacités d'avoir une autonomie, ne serait-ce que sur les sujets d'alimentation, d'agriculture, ça paraît évident. On est dépendant aussi du lien qu'on peut avoir avec les zones rurales. Et dans la région Île-de-France, ça c'est un des gros enjeux, c'est comment on pense le rapport entre Paris et les zones rurales. Et on a des dispositifs là-dessus. Mais comment on arrive à construire une économie qui nous aide à produire beaucoup plus localement. Et donc, on a planifié une action dans un certain nombre de filières. Donc, la planification, c'était quoi très concrètement ? Je prends mes fonctions en 2020. Je définis 5 filières prioritaires, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout, on est obligé de faire des priorités. Et sur ces 5 filières, on fait ce qu'on appelle des comités de filières. Donc, on met les acteurs privés, notamment les têtes de réseau, les fédérations, les grandes associations secteur par secteur. Évidemment, les représentants des collectivités territoriales. On a essayé aussi d'avoir des représentants de l'État autour de la table. Et puis on se dit, voilà, les premiers comités, c'était quels sont les freins aujourd'hui pour ces acteurs économiques qui vous empêchent de mieux produire à Paris, dans le Grand Paris, dans ces filières d'économie circulaire, d'économie écologique qui sont à l'avenir. Donc les freins, les identifier. Les deuxièmes phases, c'était plutôt comment on lève ces freins. Et donc là, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Il faut évidemment plus de subventions publiques pour ces acteurs-là. Il faut libérer plus d'espace pour qu'ils puissent produire de manière convenable. Et un exemple très concret, une de ces filières, c'est la filière des alternatives au plastique jetable. Et ça, on sait très bien que le plastique, ça a un vrai impact extrêmement négatif sur la biodiversité, notamment en ville, avec tous les déchets plastiques après qui font des gros dégâts dans les animaux, dans les écosystèmes, etc. Et donc, comment est-ce que dans une ville comme Paris, on va avoir, par exemple, sur la vente à emporter, où on a 15 tonnes par jour d'emballage plastique jetable dans la vente à emporter alimentaire, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler sur Paris, comment est-ce qu'on propose des alternatives de contenants réutilisables ? Qui fait qu'on va enlever du plastique jetable dans la ville. Et donc, on a travaillé, par exemple, sur l'accompagnement de la filière de la consigne pour réemploi, qui revient doucement, mais ça pourrait aller beaucoup plus vite. C'est au niveau de l'État, et nous, et je termine par là, les collectivités, on n'a pas ce pouvoir de contrainte réglementaire. Si l'État, demain, interdisait un certain nombre d'emballages plastiques, de fait, ça engagerait les réseaux de restaurateurs, de commerçants à vraiment trouver des alternatives en matière de contenants réutilisables avec tous les impacts après positifs que ça aurait sur la biodiversité dans notre ville. Merci beaucoup. Effectivement, on peut se poser, et c'est la première question que j'ai à poser à notre panel, c'est quels sont les leviers effectivement réglementaires, financiers, partenariales qui facilitent la mise en place d'une démarche de planification écologique, donc pour la biodiversité, à l'échelle locale. Parce qu'en effet, on a vu que ces entreprises qui travaillent sur la biodiversité, en fait, sont intégrées au territoire, font vivre le territoire. Et donc, peut-être, vous voulez commencer peut-être une entreprise, justement. Oui, alors, effectivement, je pense qu'autour de la planification, on peut parler de plein de sujets différents. C'est vrai que le sujet que moi, je peux porter sur le volet biodiversité, il a plutôt une relation au milieu naturel et aux espaces. Et là-dessus, les contraintes réglementaires, elles sont existantes. Il y en a plein. Enfin, il y a tout le sujet du code de l'environnement avec la mise en conformité par rapport à la préservation des espèces et la conservation, l'étude et la préservation de l'état de conservation des espèces et des habitats. Mais la contrainte réglementaire, en fait, c'est pas forcément la bonne porte d'entrée, surtout à l'échelle de la planification territoriale, parce que l'objectif, c'est avant tout de sensibiliser et de créer une gouvernance autour de ces sujets-là.
insister sur l'intérêt de traiter ces sujets, des bénéfices que ça peut amener, et recréer en fait un nouveau récit autour de la préservation de ces espaces et de ces espèces, et repenser la manière d'utiliser le paysage, la manière d'utiliser le territoire, les friches, les dents creuses, repenser aussi les services que ces espaces-là peuvent rendre à de la biodiversité, et in fine les services que ça nous rend. Est-ce que les normes vous aident justement à faire votre travail? Les normes comme la norme du génie écologique? Oui et non. Encore une fois, ce que je disais juste avant, la norme et la réglementation, c'est une porte d'entrée. Ça ne peut pas être la seule. C'est à mon sens ni souhaitable ni réaliste. Si le Code de l'environnement fonctionnait à préserver la biodiversité correctement, on ne connaîtrait pas la crise d'extinction qu'on a actuellement. Parce que la première réglementation sur la préservation de la biodiversité, c'est 1976. Donc force est de constater que ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet, à la fois en sociologie, en sciences politiques et en écologie. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à reconstruire un récit, changer la façon dont on perçoit la biodiversité, dont on perçoit des espaces. Je donne un exemple, mais typiquement, il y a des enjeux sur les bords de route qui sont donc plutôt en milieu rural, des espaces hyper importants, puisque ça correspond à des écotones, des passages de lisières entre des milieux cultivés, des milieux artificialisés, des bandes enherbées. C'est des espaces qui sont hyper importants par rapport à la gestion du ruissellement, la gestion des inondations. C'est des espaces qui souvent sont assez riches pour la biodiversité, parce qu'on a une flore qui a de grandes chances de s'y développer, et toute une cohorte d'habitants de faune qui va la coloniser, si on laisse se développer ces espaces-là. Et donc il faut repenser, alors il y a des enjeux de sécurité, il y a plein de choses qui se superposent à ça, et donc il y a plein de normes qui se superposent. Mais il est peut-être intéressant de questionner la superposition de ces enjeux-là, et c'est tout l'intérêt d'une stratégie écologique territoriale. Prendre un pas de recul, se poser la question en transversalité, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, et comment est-ce qu'on peut superposer les enjeux. Super, merci. Sophie? Oui, alors moi je dirais que au travers de la compétence GEMAPI, nous on a trouvé une vraie porte d'entrée, je pense, vis-à-vis notamment de la planification, et on est aidé en cela. Alors c'est des compétences qui sont assez récentes, donc c'est un peu quelque part normal qu'on ne voit pas instantanément le résultat. C'est quelque chose qui est en train de se construire. Les intercos, elles sont finalement assez récentes dans leur prise de compétences sur un tas de sujets. Donc ça, on a vu là au cours du dernier mandat les choses se construire et le lien se créer avec les services, entre élus, etc. Donc il faut un peu de temps. Je pense que le mandat prochain va être extrêmement intéressant pour justement aller approfondir ce lien. On est quand même aidé par le fait qu'aujourd'hui, les outils de planification, le SCOT, les PLU, sont censés intégrer complètement le SCOT maintenant, et notamment les SCOT AEC, donc air, énergie, climat, dont un certain nombre d'intercos se saisissent, doivent être des vrais documents intégrateurs. C'est-à-dire que quand on ouvre le SCOT, il doit tout dire. On ne doit pas aller ouvrir le schéma régional, on ne doit pas aller, etc. Donc il y a ce travail d'intégration qui est hyper important et qui permet d'avoir une vision globale du territoire sur un tas de sujets, dont la biodiversité, l'eau, etc. Et puis on est aidé aussi sur le fait que maintenant, avec la loi climat, le nom m'échappe, voilà, climat résilience, merci, qui est très très récente. Les OAP, donc là aussi j'ai perdu orientation d'aménagement et de programmation, merci, j'ai mon anti-sèche à côté, on parle tellement en sigle, c'est terrible. Dans les PLU, donc dans les plans locaux d'urbanisme, désormais sont obligatoires, il y a une obligation d'OAP trame verte et bleue. Et donc nous, on a quelque part la chance, on avait anticipé à l'époque, c'était pas du tout obligatoire, on s'est dit, la trame verte et bleue, il faut qu'on arrive à la mettre dans les PLU, etc. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il faut que ça atterrisse concrètement sur le terrain et au plus près de la parcelle. Puisque des fois, c'est le couloir, il est là. Ça fait 3-4 parcelles, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude vraiment lors de la mandature précédente. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on a ces données, on a cette méthodologie qu'on peut effectivement mettre au profit d'une obligation que les collectivités ont. Donc voilà, on est vraiment au service de ça. Super, merci.
Mais nous, les collectivités, on a peu de pouvoir de réglementation. Alors évidemment, on demande à l'État de réglementer plus, d'interdire certains comportements ou certaines pratiques qui sont néfastes pour l'environnement. Mais je voudrais insister, moi, sur un point en particulier, finalement, qui revient à l'activité économique et au foncier. Un exemple. Vous avez aujourd'hui à Paris un quartier qui s'appelle le quartier Bercy-Charenton, qui est une immense friche urbaine. Et vous avez un conflit d'usage très fort entre doit-on, en gros je schématise, ne pas construire et faire un énorme parc, un énorme espace vert qui permettrait d'avoir une vraie action positive en matière de biodiversité, ou alors est-ce qu'on en fait un nouveau quartier avec un aménagement, des immeubles, voire des tours, etc. Ça, derrière, il y a des enjeux économiques majeurs parce qu'en fait, ça coûte très cher de créer un nouveau parc dans une ville comme Paris parce que ça implique qu'on ne va pas valoriser en termes de foncier, en termes d'immobilier, ce terrain, qu'on va laisser tout simplement la nature reprendre ses droits. Et aujourd'hui, vous avez des négociations très serrées entre un certain nombre d'acteurs publics, notamment pour savoir, parce que la ville de Paris veut pouvoir racheter une partie de ce terrain, justement pour en faire plutôt un espace vert, mais ça va avoir un coût, parce que vous savez qu'on peut très bien racheter un terrain aussi pour faire construire dessus, et là, ça fait des... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut des outils fonciers si on veut remettre de la biodiversité dans les villes, et en particulier dans les zones denses. Ça a à voir avec des enjeux réglementaires, mais c'est surtout des outils fonciers innovants et de l'argent qu'il faut accepter de pouvoir mettre là-dessus. Et puis deuxième illustration, c'est que parfois on voit dans les journaux, y compris dans des périodes d'élection, des gens disent « Oh, par exemple, Paris perd de la population, c'est terrible, ça montre qu'on perd de l'attractivité. » Mais aujourd'hui, dans un certain nombre de villes, il y a trop de gens au mètre carré, au kilomètre carré. En tout cas, c'est mon opinion. Et à côté de ça, vous avez des études qui montrent qu'il y a 500 000 à 1 million de logements vacants sur le territoire français, notamment dans la diagonale du vide, avec des zones qui sont déjà artificialisées, déjà construites. Et vous avez à côté de ça plein de gens, notamment de jeunes, qui ont une aspiration à ne pas vivre forcément dans le cœur des grandes métropoles et s'installer plutôt dans des zones dites périphériques où justement il va y avoir de la ville, mais il va y avoir aussi de la nature, il va y avoir une meilleure harmonie. Et là encore, si on veut repenser tout ça en termes de planification territoriale, en termes de décentralisation, en termes de mouvement de population et d'emploi, il faut des outils économiques et des outils fonciers pour permettre à des gens qui voudraient partir de Paris, partir de Lyon, de je ne sais quelle ville, pour aller s'installer dans des zones moins denses, dans du foncier, dans des bâtiments et des logements déjà existants, et recréer des écosystèmes où il y a justement cet équilibre bien meilleur entre la nature pour aller vite et les activités humaines. Donc voilà, des outils fonciers, aussi je pense qu'il faudrait imaginer que les pouvoirs publics puissent verser des bourses, des aides économiques pour des jeunes qui par exemple voudraient aller s'installer dans des villages où aujourd'hui il y a des logements vacants, pour recréer une activité économique, pour refaire vivre ces territoires en lien fort justement avec des espaces verts, et ça permettrait de libérer des espaces supplémentaires pour la nature dans les zones denses. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question très rapidement avant de passer aux questions du public. C'est que effectivement, vous avez tous mentionné les effets, on va dire, comment jouer sur les impératifs court terme, enfin concilier les impératifs court terme et les bénéfices long terme, notamment de la planification écologique territoriale. Peut-être des courtes réponses pour terminer. C'est compliqué. L'exercice de planification, il est par essence long-termiste. Et on le ressent, quand je dis on le ressent, c'est ce qui ressort dans les études sociologiques qui sont publiées. C'est une vraie difficulté, notamment vis-à-vis des élus, de se projeter suffisamment loin, même si c'est la charge des élus que d'anticiper. C'est un exercice qui est délicat à plein de titres. Pour répondre très vite, on a besoin de ce long terme. On a d'autant plus besoin de ce long terme dans une situation de dérèglement, de dérèglement climatique, de dérèglement du cycle de l'eau. On a besoin de ça, on a besoin de se projeter, c'est indispensable. La biodiversité et la nature d'une manière générale, elle a ce truc assez formidable, c'est qu'elle répond très vite. On a besoin d'anticiper, on a besoin de se projeter à très loin pour savoir ce qu'on va en faire. Mais par contre, les effets, ils sont très rapides. Je pense que vous discutez avec n'importe quel aménageur, laissez un tas de terre ou un délaissé pendant 6 mois et vous aurez plein d'espèces protégées dedans qui vont revenir hyper vite. Ça fait plein d'études pour les bureaux d'études, mais elle a cet intérêt-là. Donc le court terme, les résultats court terme, on peut les voir. Si on change aussi de récit autour de l'arrivée d'espèces protégées, par exemple. Mais on a besoin quand même de ce long terme, on ne peut pas s'en passer.
Oui, alors question pas facile. Et dans l'eau tout particulièrement, puisque on sait que le cycle de l'eau avec le dérèglement climatique va être un des cycles très concrètement perturbés, avec trop d'eau parfois, pas assez souvent. Donc des aléas effectivement qu'il nous faut aujourd'hui intégrer. Et c'est vrai que alors notamment dans la prévention des inondations, des ruissellements, on est fortement concerné, mais également en lien aussi avec tout ce qui est prélèvement de ressources en eau, que ce soit pour les activités d'alimentation en eau potable, d'activités économiques et agricoles. C'est des vrais sujets qui vont se poser. Et je pense que dans le prochain mandat, il faut militer pour ces exercices de prospective, monter des scénarios, faire réfléchir les élus sur ces questions-là pour voir les options qui se proposent et proposer des trajectoires, donc rebâtir sur le long terme, mais en situation d'incertitude, parce que si on sait qu'il va y avoir des changements, les changements, ils sont un peu erratiques, parce qu'effectivement, on va avoir et des inondations, et de la sécheresse, du retrait des argiles, etc. etc. Donc, je milite pour vraiment ces exercices de prospective. On a des outils, on a des lieux aussi, notamment dans l'eau. Je pense au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont là pour ça. Il y a des types d'études qui sont déjà un peu... en termes de méthodologie, ça existe. Et donc, il faut s'en saisir et le faire absolument, parce que le laisser-faire conduira à ne pas savoir et à ne pas anticiper. Donc, ça n'est pas possible. Je voulais juste aussi rajouter, par rapport aux atouts, aux freins, je pense aussi qu'on gagnerait aussi à encore plus lier les politiques de l'eau, et notamment de trame bleue, et trame verte et bleue, aux questions de biodive plus générales, parce qu'on a un petit peu un effet de silo entre les acteurs de l'eau et les acteurs dits de biodive plus terrestres. Alors nous, on a essayé un peu de contourner avec Jules, tout ça. On est quand même allé sur la trame forestière, parce qu'il se trouve que chez nous, la trame forestière, elle est en fond de vallée, dans des forêts alluviales, mais on est un peu à la limite de l'exercice. Donc on essaye de rester dans nos compétences, mais voilà, on sent que tout ça est un petit peu cloisonné parfois, et je pense que ça mériterait d'être un petit peu décloisonné souvent. Pour moi, la planification écologique, elle est avant tout économique, parce qu'on sait très bien que c'est le système économique actuel qui détruit en fait notre environnement. Et la logique de la planification, elle articule profondément le court terme et le long terme. Le long terme, c'est l'horizon qu'on a, une économie plus sobre, une économie relocalisée. Et le court terme, c'est quelles sont les politiques publiques aujourd'hui qu'on met en place et le chemin qu'on monte pour atteindre vers cet objectif. Et moi, je vois deux endroits où ça doit vraiment se passer. Au niveau de l'État, il faut renouer avec une planification où on va clairement interdire un certain nombre de produits qui ne devraient même plus pouvoir entrer sur notre territoire et être consommés aujourd'hui. On a eu une polémique il y a quelques semaines sur l'ultra fast fashion avec Chine au BHV. Malgré tout ce qui s'est fait, ils ont quand même réussi à faire leur corner. Et il y a quand même moyen d'aller acheter ce type de vêtements aujourd'hui en France. C'est pas possible. On n'arrivera jamais à recréer une industrie française du textile de qualité et sobre si on laisse rentrer n'importe quel produit sur notre territoire. Donc ça, c'est le rôle de l'État. Réglementer, négocier à l'international avec l'Europe, etc. Voilà. Et par contre, au niveau des territoires, c'est vraiment aux régions, et je pense qu'il faut vraiment un nouvel acte de décentralisation qui donne beaucoup plus de capacité aux régions de planifier aussi cette économie plus durable, et d'accompagner justement ce que j'évoquais tout à l'heure, ce rééquilibrage en fait entre les territoires très denses métropolitains et les territoires beaucoup plus ruraux, avec au cœur de ces politiques-là les enjeux de biodiversité, parce qu'on a besoin de protéger la biodiversité dans les villes denses, c'est très important, et on a besoin aussi
dans les zones plus rurales à travers notamment le déploiement d'une agriculture biologique, parce que c'est quand même aussi le modèle agricole qui fait beaucoup de dégâts, qui a fait beaucoup de dégâts, y compris notamment dans un certain nombre de régions. Mais ça, c'est vraiment les régions. Il va y avoir des comités de planification au niveau régional qui associent les acteurs privés et les acteurs publics et qu'on se fixe des objectifs qui font consensus. Et moi, j'y crois parce qu'aujourd'hui, le monde politique, il est extrêmement fragmenté. Il donne l'impression de gens qui ne savent faire aucun compromis, alors que sur ces enjeux-là, je pense qu'on peut arriver à trouver vraiment du consensus si on en a besoin, et c'est ce que les gens attendent majoritairement de tout le monde, en fait, acteurs publics comme acteurs privés. Merci beaucoup. Peut-être quelques questions dans la salle. Ouais, bonjour. Tu veux que je me présente, Florence ou... Oui, vous pouvez vous présenter. Bonjour, donc, je suis Mathieu Grosjean, je suis le directeur du département aménagement fluviaux chez GIS. Une remarque et une question. Peut-être la remarque, vous en avez parlé un peu sur les aspects changement climatique. Effectivement, la planification étant sur le long terme, les aspects de prise en compte des projections climatiques paraissent fondamentaux. Peut-être une question pour vous, Madame Pelletier-Creusot, et pour toi, Jules. Comment est-ce que dans les études concrètes, vous en avez un petit peu parlé sur des niveaux de projection, mais comment est-ce que vous fiabilisez, ou en tout cas au maximum, ces questions de projection climatique? Puis un deuxième volet, puisque tu as parlé beaucoup de sociologie un peu en filigrane dans ta présentation, comment est-ce que sur tous ces projets GEMAPI et ces logiques de trame verte et bleue, est-ce que vous favorisez, vous accompagnez l'acceptation ou l'acceptabilité par les habitants de ce type de projet et de cette métamorphose des espaces publics et du lien avec le risque et avec les espaces naturels? Beaucoup de questions. Merci. Alors c'est pas évident. Ce qu'on sait, c'est que on va à la fois avoir des événements pluvieux sans doute plus fréquents et plus conséquents en matière d'intensité, puisqu'il se dit que voilà, à chaque degré on gagne 7% d'eau qui transite par l'hydrosystème. Et donc, c'est loin d'être évident. Donc nous, ce qu'on a entrepris très concrètement, on travaille dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI, donc plan d'aménagement de prévention des inondations. Décidément, que de sigles, je suis désolée. Et donc on a établi une modélisation à l'échelle de notre bassin versant, alors pas que de notre rivière, de toute l'unité hydrographique, puisque la Juine conflue dans la rivière Essonne, pour voir un petit peu ce que ça peut donner en matière de projection. Donc on a des cartes de projection, effectivement, avec des crues qui ont été calées sur des crues connues. Et voir effectivement en se projetant sur une crue centennale, millénale, etc. Donc on a des scénarios. On est un peu à la limite de l'exercice sur des rivières comme la nôtre, qui est un petit peu particulière puisqu'on est sur une rivière de nappe. Bon, en tout cas, ça donne des enveloppes. Donc en tout cas, en termes de connaissances, de principe de précaution, on va dire, on a des enveloppes où on se dit que voilà, là, c'est peut-être pas idéal de construire. Et en tout cas, nous, on a la chance d'être dans des zones qui sont déjà humides, très humides. Donc, si elles n'ont pas été urbanisées jusque-là, c'est qu'il faut continuer à les protéger. Sur le ruissellement, c'est aussi un petit peu compliqué. Donc, voilà, on avait mené une étude, d'ailleurs avec votre entreprise, pour définir sur le bassin versant, sur la base d'un certain nombre de critères, des secteurs prioritaires, enfin voilà, d'axes prioritaires. Et aujourd'hui, on décline à partir de cette vue un petit peu stratégique de l'opérationnel sur des axes très concrets en lien avec notre compétence GEMAPI. Donc avec un impact effectivement sur le cours d'eau, et donc là ça se décline de cette manière. La deuxième question, l'acceptabilité. Merci, heureusement que j'ai Jules à côté de moi parce que décidément l'acceptabilité, on travaille énormément avec les collectivités locales, les intercommunalités, les conseils municipaux, déjà pour avoir cet échange autour des problématiques, des solutions apportées.
Et puis on travaille aussi énormément avec le privé, puisqu'on est sur une rivière non domaniale. Et donc on travaille avec les propriétaires. Et donc on doit parfois négocier plus ou moins longtemps pour expliquer et opérer. Sur le milieu agricole, aujourd'hui, ça reste compliqué. Monsieur parlait du foncier. On a clairement, effectivement, orienté nos actions opérationnelles immédiates sur du foncier public pour pouvoir engager cette démarche et se donner le temps de construire à moyen terme des solutions plus générales sur l'ensemble des axes de ruissellement en particulier. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si je peux juste faire un tout petit complément très vite, mais sur la question du changement climatique, on manque de données. Je m'excuse auprès de tous les chercheurs qui bossent sur ces sujets-là parce que je connais pas la biblio par cœur, mais clairement, moi de ce que j'en retiens, on ne sait pas. On ne sait pas quel il y a plein de trucs sur les essences végétales, sur les effets à venir, sur les espèces exotiques envahissantes. Enfin, il y a un vrai manque, et c'est pas une critique envers la recherche, juste c'est impossible de le savoir. Pour avoir déjà bossé sur de la modélisation d'évolution de trajectoire écologique à une échelle d'une collectivité, les données climato ne sont pas assez précises pour faire des choses de qualité. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus à accepter qu'on ne sait pas et accepter le principe de précaution. Ça va aussi vers un autre sujet qui rejoint l'acceptabilité, qui est le besoin d'accepter sur le sujet de la biodiversité qu'on ne sait pas tout. Et c'est une des raisons qui a amené à une certaine dépolitisation, à mon sens, du sujet de la biodiversité. Alors c'est pareil, il y a de la biblio là-dessus, mais on a beaucoup renvoyé la biodiversité à plus d'études, à plus de profondeur dans l'analyse, parce qu'on n'était pas exactement sûr de quelle était la dynamique écologique, etc. À un moment, je pense qu'on a besoin de préserver en l'état des connaissances. Ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'un écosystème en bon état, dans un bon état de conservation, sera plus résilient, quel que soit l'impact supposé sur celui-ci, que ce soit du changement climatique ou autre. Donc avançons vers plus de résilience. Ça, on peut le mesurer, on sait le faire. Et puis on corrigera en fonction des données qu'on récupère. Je veux bien rajouter un petit quelque chose. Donc nous, on s'est beaucoup investi à essayer de se saisir aussi des travaux Explore 2. Je sais pas si ça parle à certains. Donc un travail de recherche à l'échelle de la France pour établir des scénarios de changement climatique sur le cycle de l'eau. Ça donne une base, c'est loin d'être l'alpha et l'oméga. Et ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il va falloir travailler dans l'incertitude. Et ça, il va falloir vraiment qu'on arrive à expliquer ça aux élus. C'est qu'aujourd'hui, on a des études qui nous disent, il y a des choses qu'on sait, tous les modèles convergent, la température va monter. Après, sur le cycle de l'eau, aujourd'hui, dans la frange, disons, moyenne France, parce que sur le sud, on sait qu'on va vers de l'aridification et que sur le nord, on va quand même plutôt vers plus d'eau. Entre les deux, il faut travailler par scénario et se préparer à des situations compliquées dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que c'est vraiment cet exercice un peu de crash test, finalement, qu'il faut que les territoires fassent pour savoir si leur écosystème économique, leur agriculture, leur urbanisme peut résister à ce qui peut arriver et dans telle situation ou dans telle autre. Et c'est pas parce qu'on se dit qu'on va avoir plus d'eau ou ceci qu'on n'aura pas des étés très secs ou des voilà. Donc vraiment réapprivoiser et désangoisser peut-être aussi le fait qu'on doit travailler dans une forme d'incertitude qui est vraiment assez importante, sans se démobiliser, parce qu'on sait que ça va changer. La seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que ça va changer. Et ça, il faut vraiment que ça rentre et que ça va changer très vite. Très, très vite. Franchement, moi, je témoigne du fait que je suis, depuis mon enfance, bercée dans ces sujets-là par ma maman qui était prof de SVT. Et je l'ai anticipé depuis très, très longtemps. Je suis frappée, franchement frappée de la vitesse à laquelle ça arrive.
Donc je pense que maintenant, il faut cesser de dire oui, c'est demain, nanana. Non, c'est aujourd'hui, ça change, et il faut travailler tous ensemble pour se dire comment on réussit le crash test. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre temps. Je vous invite tout de même, si vous voulez discuter en plus en profondeur de ces sujets-là, de venir au village du génie écologique. Je remercie énormément notre panel qui a su montrer les enjeux court terme, long terme, foncier, économique et biodiversité d'un sujet effectivement qui est à la fois un enjeu majeur, mais aussi, on va dire, une acceptation d'un changement qui arrive maintenant. Merci beaucoup.